Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans le podcast du jour de Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui j'ai envie de te parler de certaines des leçons que j'aurais envie de dire à mon moi du passé. La première leçon que j'aurais envie de dire à ce moi du passé, c'est que sa sensibilité, que ses émotions ne sont pas une tare. Pourquoi j'aurais envie de partager ça ? Parce que pendant longtemps, j'ai cru que le fait d'être en colère ou le fait d'être triste me rendait mauvaise, me transformant en quelqu'un de mauvais et que surtout je n'avais pas de légitimité à être en colère ou à avoir de la tristesse. C'est quelque chose notamment que j'ai beaucoup expérimenté lors de ma relation toxique où clairement j'avais des raisons d'être triste, j'avais des raisons d'être en colère, mais à chaque fois que je les exprimais, alors déjà je les exprimais pas de la bonne manière parce que étant donné que déjà de base j'avais cette croyance que le fait d'être en colère et le fait d'être triste faisait de moi une mauvaise personne ou du moins faisait de moi quelqu'un a un problème, je vais plus te dire ça en fait, que ça dérangeait ce qu'on attendait de moi et que surtout ça a dérangé l'équilibre, on va dire ça comme ça. Merci mon côté balance, j'ai envie de dire, qui n'aime pas les conflits et qui n'aime pas créer de la désharmonie, hein, c'est surtout à cause de ça. Du coup, dans cette relation toxique, lorsque j'essayais d'exprimer mes émotions, je mettais un petit temps avant de le faire parce que la peur que ça engendre encore plus de conflits, que ça dérange encore plus, la peur en fait tout simplement de déranger et de créer de la désharmonie, de créer du conflit, de créer de la discorde en montrant que j'étais triste ou en montrant que j'étais en colère, je le faisais pas tout de suite parce qu'il y avait trop de peur, il y avait trop de croyances qui étaient reliées à ça, donc souvent j'attendais, j'accumulais jusqu'à temps que la cocotte minute explose et que du coup tu te doutes bien que plutôt de sortir en mode j'exprime mes besoins, je parle en jeu et j'exprime en communication non violente, ça sortait plutôt en volcan, notamment surtout comme un soufflet quoi, donc surtout la tristesse ou la colère où ça montait d'un coup et ça redescendait aussitôt. Et en fait à chaque fois que j'exprimais, le retour que j'avais en face c'était que j'étais hystérique, que j'en faisais beaucoup trop, que tout prenait une proportion qui n'avait pas de sens avec moi, et c'est toujours quelque chose que j'ai plus ou moins ressenti. Alors je pense aussi que c'est sûrement dû aussi à une hypersensibilité qui n'a pas su être gérée et qui n'avait pas peut-être été non plus identifiée. C'est vrai que je suis quelqu'un de très expressif en règle générale, sans parler même forcément d'attendre que ça monte et que la soupape de la cocotte minute explose. C'est que ça se voit littéralement à ma gueule quand toutes mes émotions se voient. Quand je suis contente, ça se voit. Quand je suis vexée ou pas contente, contrariée, ça se voit. Quand je suis en colère, ça se voit. Quand je suis triste, j'ai direct les larmes aux yeux qui montent. Voilà, je suis vraiment très transparente, on va dire, dans les émotions que je ressens. Et ça a toujours été en effet assez fort. Et pourtant, j'ai jamais eu cette sensation de me sentir débordée. Mais par contre, l'extérieur
m'a souvent montré que c'était débordant pour eux, si tu veux. Et c'est là où du coup je trouve ça en effet assez étonnant, parce qu'aujourd'hui, pour quand même avoir pas mal de personnes sensibles qui viennent me voir notamment pour des accompagnements individuels, souvent ces personnes-là ont un peu cette sensation de se sentir débordées par leurs propres émotions et de ne pas savoir gérer leurs propres émotions. Et si tu veux, moi c'est quelque chose qui me dérangeait absolument pas, c'était absolument pas ça le problème, c'est que par contre à force d'expérience, j'avais surtout l'impression que je n'étais pas légitime de ressentir la tristesse ou la colère. La joie, ça allait, je pouvais la ressentir autant que je voulais, la montrer aussi. Mais par contre, dès que j'étais triste, c'est qu'il n'y avait pas de raison, c'est que j'étais trop sensible, c'est justement que j'en faisais des tonnes, que j'étais touchée pour un rien, ou quand j'étais en colère, c'est pareil, c'est que j'étais hystérique. Enfin voilà, c'est encore une fois. Après, j'étais dans une relation toxique quand j'ai entendu tous ces mots-là, donc forcément, c'était certainement exagéré dans les deux cas, et par les mots choisis, et moi aussi dans mes réactions, bien évidemment. Mais toujours est-il que pendant hyper longtemps, et je pense que déjà de base, je devais avoir des graines à l'intérieur de moi de ça, c'est que j'avais cette croyance que ma colère et ma tristesse ne sont pas légitimes. C'est-à-dire que alors il y avait plusieurs raisons. La première raison, c'était que pour moi le malheur des autres ou les traumas des autres ou les blessures des autres passaient avant les miennes, dans le sens où j'ai toujours, je dirais, je pense, eu une empathie ou une intelligence émotionnelle, vous mettez le mot que vous préférez dessus, qui faisait que j'avais toujours réussi à comprendre en fait ce qui se jouait chez l'autre en face, et c'est comme si que du coup ça créait une sorte de trop de compréhension en face de moi, ce qui fait que directement, comme je disais, tout ce qui était colère, tout ce qui était tristesse, j'avais soit ça explosait, soit je le gardais pour moi parce que je me disais, oui mais tu sais, mais si cette personne elle ressent ça, c'est parce qu'elle a tel trauma, nanana, tu vas pas en rajouter une couche, badali badabou. On est clairement dans une image de petite fille parfaite, qui veut pas faire trop de vagues. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de toutes ces années de travail sur moi, de développement sur moi, je me suis rendu compte qu'en fait cette notion de pas vouloir montrer de colère et pas vouloir montrer sa tristesse, c'est quelque chose qui est vraiment resté pendant très très longtemps sur plusieurs plans, qui était vraiment ancré en moi, et donc j'ai travaillé dessus, et l'idée c'est de faire comprendre du coup à mon moi du passé et bien évidemment à vous, c'est pour ça que je l'enregistre en podcast si ça vous parle, que toutes les émotions sont légitimes et qu'il n'y a personne qui doit juger nos émotions, même si ça va arriver, du moins il n'y a personne qui est justement légitime à avoir un avis qui est entendable sur tes émotions. C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu as des raisons d'être en colère, et parce qu'il y a une part de toi qui a été touchée, il y a une part de toi qui s'est sentie pas respectée, il y a une part de toi qui s'est sentie pas entendue, il y a une part de toi tout simplement qui a besoin d'exprimer son désaccord, qui a besoin de taper du poing sur sa table peut-être pour se faire entendre, pour se faire respecter, pour remettre ses limites, pour exprimer peut-être une valeur ou quelque chose qui est en feu à l'intérieur d'elle. Donc en effet, il y a plusieurs manières de le faire, on est bien d'accord, il y a des manières qui sont plus respectueuses et conventionnelles que d'autres, mais la colère est hyper importante. La colère, c'est un moteur, et c'est vraiment une relation avec soi-même, et une réaction qui est naturelle et qui est légitime d'exister. Et je pense qu'on est trop enfermé dans une notion justement de ne pas devoir faire trop de vagues, de ne pas être un sujet de discorde, de ne pas embêter l'autre, de ne pas oser dire non, et du coup de amener des problèmes ou des complications. Et en fait, voilà, tout ça fait que moi, ma colère, pendant très longtemps, je l'ai mise de côté, et la tristesse encore pire. Encore pire. C'est-à-dire que la colère, j'avais quand même plus une tendance à me cacher derrière la colère qu'à me cacher derrière la tristesse en règle générale. Et la tristesse, autant vous dire que quand j'ai été la chercher, elle était dans le fin fond des abîmes. Et la tristesse, c'est le même principe, c'est qu'on est légitime à être triste. Et même s'il y a des personnes qui vont vous dire « Oh, mais t'es beaucoup trop sensible, tu prends tout à cœur, c'est fatigant, t'es triste pour un rien, tu pleures pour un rien. » Bah ouais. Et alors, en fait, et alors est-ce que c'est triste ? Est-ce que c'est embêtant d'être triste et de pleurer
pour un rien. Et encore une fois, je mets des guillemets quand je dis ça, parce que pour un rien, selon qui? En fait, encore une fois, est-ce qu'il existe une échelle de valeur sur pourquoi on a le droit de pleurer, ce qui est légitime et ce qui n'est pas légitime? Je crois pas, non. Je pense que ça n'existe pas et que chacun a sa sensibilité et qu'on a le droit de pleurer pour ce qu'on a envie de pleurer au moment où ça nous touche, suivant notre cycle si on est une femme, suivant notre journée qu'on a passée, suivant notre état de réception et d'empathie par rapport à ce qui se passe, suivant nos valeurs, suivant... tout simplement ce qui va nous toucher. Puis merde, en fait, alors, on arrête de poser un jugement sur la tristesse. Et moi, je sais qu'il y a un moment, je m'étais tellement coupée de ma tristesse parce que je la trouvais pas légitime d'exister, parce que je trouvais que du coup, clairement, que je pleurais pour rien et que du coup, c'était gênant pour les autres parce que souvent, ils comprenaient pas. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que en bonne hypersensible que je suis, comme je te le dis, toutes les émotions, en fait... sont très intenses, donc je me suis jamais sentie submergée, mais pour autant quand j'ai une émotion qui vient comme ça, et notamment la tristesse, on va rester là-dessus parce que ça le faisait beaucoup là-dessus, j'ai ce qu'on a appelé j'ai les boules, c'est typiquement l'expression, où j'ai vraiment les deux boules de tristesse qui se mettent dans ma gorge, et en fait c'est tout simplement impossible pour moi de parler lorsque je suis triste. Parce que ces deux boules m'écrasent la gorge littéralement, et donc c'est impossible pour moi de verbaliser les choses. C'est pour ça que généralement j'ai appris à le faire avec le temps, et ça c'est un conseil que je donnerai aussi à mon moi du passé et à vous aussi, ça résonne avec vous, c'est de juste avoir assez d'espace dans la gorge pour verbaliser à la personne: je suis pas en capacité de parler là, je parlerai plus tard. Pour que la personne en face arrête de t'harceler, parce que souvent, moi en tout cas à l'époque, quand j'avais pas compris ça et que en fait je me fermais juste parce que j'étais triste, déjà en fait ça me permettait de garder ma concentration pour éviter à mes larmes de pleurer, parce que du coup je suis pas légitime d'être triste, donc je vais retenir mes larmes et retenir ma tristesse, mais du coup j'arrive pas non plus à parler parce que déjà ça me demande trop d'efforts et je sens que si je parle je vais exploser, et qu'en plus j'arrive pas parce que ces deux boules clairement dans ma bouche m'empêchent clairement de m'exprimer. Et en fait, juste le fait des fois de dire ça, bon, des fois, suivant les personnes que vous avez en face, ça suffit pas, mais en règle générale, si les personnes qui sont en face de vous sont respectueuses, elles vont attendre que, tout simplement, que votre émotion passe pour que vous puissiez formuler quelque chose. Mais moi, ça arrivait à un tel point que j'avais coupé avec cette tristesse parce que je me sentais pas légitime de ressentir cette tristesse, que j'étais obligée... Enfin, je sentais comme un besoin, tu vois, comme parfois tu vas ressentir le besoin, je sais pas moi, de manger tel aliment ou tel aliment pour ton corps, ou de faire telle activité sportive ou telle activité sportive pour décharger pour ton corps. Moi, j'avais besoin, je ressentais le besoin de lire ou de devoir regarder un film que j'étais sûre que j'allais pleurer, parce que je sentais que je devais décharger ma tristesse et que je devais m'autoriser de pleurer, donc quelque part de me créer un espace safe, un espace où c'était légitime que je pleure, parce que le film est triste, parce que le livre est triste, et que du coup que je pleure pour ça, même si j'étais avec quelqu'un, ça me fait juste passer pour une fille sensible devant le film, mais pas pour une chiante qui est touchée, qui trouve ça triste tout le temps, tu vois. Et c'est grave en fait. C'est méga grave d'avoir cette pensée-là sur soi, et d'avoir cette pensée de se dire ma colère et ma tristesse ne sont pas légitimes à être exprimées, parce qu'elles vont être jugées, parce qu'on va toujours trouver quelque chose à redire, parce que je vais devoir m'expliquer. Alors j'avoue aussi que, plus maintenant, c'est pas forcément que je me trouve pas légitime, c'est plus que j'ai la flemme. Des fois, je vais ressentir la colère, je vais ressentir de la tristesse, et en fait, je vais avoir littéralement la flemme de devoir expliquer. Je vais avoir la flemme de devoir justifier. Je vais avoir la flemme de devoir verbaliser. Alors là, clairement, généralement, c'est quand je sais qu'en face, ça va pas forcément être entendu, écouté ou compris. Et quand c'est comme ça, vraiment, en fait, c'est juste une flemme, en fait, où je me dis, oh non, vas-y, ok, je ressens ça, mais j'ai pas envie de perdre de l'énergie à essayer d'expliquer à l'autre. Mais sinon, à cette époque-là, c'était tout simplement que je me sentais pas en sécurité, que je me sentais pas légitime, et que je devais mettre en place des stratagèmes, que je devais mettre en place des plans, on va dire, pour permettre quand même à ces émotions d'être expulsées, en fait, d'être exorcisées quelque part,
mais je pouvais pas le faire de manière normale. Et en fait, je trouve ça horrible d'avoir cette croyance que que sa propre colère et que sa propre tristesse n'est pas légitime à être vécue, parce qu'on n'est même pas sur une notion d'être exprimé. Forcément, oui, ça vient de là, mais au-delà de c'est pas légitime à être exprimé, c'est pas légitime à être vécu, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose que mon moi du passé pense, et je pense que ça serait la première, vraiment, véritablement la première leçon que j'aurais à lui donner, c'est que ta colère et ta tristesse sont légitimes et que ça ne te fait pas de toi une mauvaise personne d'être en colère ou d'être triste. Ce sont des émotions qui ont le droit d'exister au même titre que la joie et qui ont chacune leur pouvoir, qui ont chacune leur rôle et qui est primordial. Voilà, je pourrais en parler encore et plus longuement sur cette première leçon. Donc si c'est quelque chose qui vous parle et que dans lequel vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à m'écrire et peut-être qu'on pourra peut-être encore plus le développer. La seconde leçon que j'aurais envie de dire à mon moi du passé, et du coup à vous aussi si jamais ça résonne, c'est qu'on est beaucoup plus fort que ce que l'on pense être. Ça, c'est aussi quelque chose, quand je pense à mon moi du passé, entre ce qu'était mon moi du passé, ce que je suis maintenant, entre ce que mon moi du passé pensait que j'étais capable de réaliser et ce que j'ai réalisé maintenant. Clairement, je fais partie de ces personnes qui se sont sous-estimées. Et à mon grand regret, parce que du coup, il y a des choses que j'aurais pu, je pense, entreprendre plus tôt dans ma vie, ou peut-être des chemins que j'aurais pu prendre différents, si j'avais été consciente de tout le potentiel que j'ai à l'intérieur de moi, auquel je suis consciente aujourd'hui, je pense que j'aurais fait les choses autrement dans ma vie de jeune adulte et d'ado. Mais du coup, c'est pour ça que c'est important de dire cette leçon-là, mon moi du passé, c'est que je suis beaucoup plus forte, je suis beaucoup plus indestructible et j'ai une faculté de rebondir telle une balle et de renaître de mes cendres comme un phénix, qui est, j'ai envie de dire, increvable et qui est aussi insoupçonnable, parce que c'est clairement pas quelque chose, en tout cas, encore une fois, que quand j'étais plus jeune, j'avais capté et analysé chez moi, alors que c'est fondamentalement vraiment quelque chose qui est très présent dans ma personnalité. Et je pense que c'est quand même quelque chose que la plupart des personnes ont. Alors, peut-être pas sur tous les points, peut-être pas de la même intensité, parce qu'encore une fois, on est tous différents, mais en tout cas, je pense que dans tous les cas, on a une capacité d'adaptation en tant qu'être humain qui est assez folle, et qu'on est capable vraiment, quand quelque chose nous tient à cœur, quand quelque chose justement nous fait vibrer, quand quelque chose nous traverse au niveau de cet élan de vie, je vais rester là-dessus, au niveau des tripes, on est capable de prendre des décisions, on est capable de soulever des montagnes, on est capable de rebondir pour faire en sorte que ce rêve, que cette concrétisation fonctionne et marche. Et oui, c'est une question aussi de foi, littéralement. C'est une question de foi envers soi, c'est une question de foi envers l'univers. Mais à cette époque-là, au moment où finalement, parce qu'en fait, maintenant je sais mettre le mot de foi dessus, mais en fait maintenant, même quand je prends mon moi du passé et que je recule, il y a plein de fois finalement où j'ai fait acte de foi, sans savoir que c'était vraiment un acte de foi. Mais prendre confiance en fait en soi et sur sa force intérieure et sur vraiment cette capacité qu'on a finalement à savoir renouer avec les élans de vie à l'intérieur de nous. Le nombre de fois par exemple où tu es dans une situation où tu as l'impression que c'est la fin, que tu n'arriveras jamais à t'en relever, que tu n'arriveras jamais à revivre une chose aussi intense, que tu as tout gâché, que c'est fini et que tu passes à côté de ton rêve ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, on peut trouver 1000 exemples là-dessus. Et que finalement, tu arrives à te relever. Et finalement, le temps est à la fois aussi un très bon allié là-dessus. Bon, parfois, c'est aussi bien un très bon allié qu'un très bon ennemi parce qu'il peut paraître long, mais en même temps, c'est lui qui nous permet de nous reconstruire et qui nous permet aussi justement de renouer avec cette foi et de recultiver finalement cette notion de rebond et de phénix. Mais en tout cas, prendre conscience que
On a tous une force à l'intérieur de nous, on a tous une capacité d'adaptation qui est folle et qu'on a tous cette capacité de pouvoir justement renaître de nos cendres, de pouvoir rebondir et de pouvoir trouver des solutions. C'est comme si vraiment qu'il y avait un puits illimité de ressources à l'intérieur de chacun et c'est juste que y en a qui ont l'accès direct à ce puits, il y en a qu'il faut passer par un labyrinthe d'abord ou aller chercher la clé qui est bien cachée. Mais en tout cas, on l'a tous, c'est sûr. Et ça, je pense que c'est la seconde leçon que j'aimerais donner comme moi du passé, c'est tu es plus forte, tu es beaucoup plus indestructible, tu as cette capacité de renaître comme un phénix, de rebondir comme une balle rebondissante et sois persuadé de ça en fait. Parce que tu t'en sortiras toujours. Et la troisième leçon que j'aimerais donner pour aujourd'hui, c'est justement ne pas oublier que tout est cyclique. Et ça va faire un lien avec la première leçon. C'est que je fais partie de ces personnes qui ont conscience des cycles, parce que je fais que ça, de travailler avec les cycles. Je me connecte à la nature, j'observe les cycles énormément, je suis aussi énormément les saisons et les souffles de ce qu'elles m'apportent. Par contre, j'ai énormément de mal avec... Comment je vais dire ça ? J'ai envie de dire avec le cycle du temps sur ma vie. Mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien. C'est-à-dire que j'ai pas du tout de mal avec les cycles naturels. J'ai pas du tout de mal avec mon cycle menstruel, avec mon cycle féminin. Par contre, accepter qu'il y a des cycles dans la vie où tout est rapide et où tout est méga fluide et des fois où c'est beaucoup plus lent et qu'il y a des ralentissements, ça j'ai beaucoup de mal. J'essaye de travailler dessus parce que je sais que c'est un cursus normal et là, à l'heure actuelle où je vous tourne le podcast, c'est beaucoup plus facile pour moi de ralentir, de quand il y a un truc qui va pas, de me dire ok bah c'est pas le moment, vas-y on lâche, on revient plus tard, de me dire ok bah je vais passer sur une autre activité peut-être plus créative, peut-être plus lente pour pouvoir me régénérer et faire quelque chose derrière. Chose que il y a, allez il faut pas aller chercher très loin, hein, qu'il y a peut-être 1 an, 2 ans, j'aurais jamais réussi à faire parce que pour moi la croyance du ralentissement, la croyance du cycle qui justement parfois va être peut-être moins fluide ou va tout simplement être un peu plus vide, on va parler de ça tout simplement. Pour moi, il y avait à cette époque-là une très grosse fusion entre le mot vide et le mot mort. Et j'étais persuadée qu'à partir du moment où il y avait du vide, que ce soit par exemple dans une relation, que ce soit par exemple dans le travail, que ce soit par exemple dans un loisir, qu'à partir du moment où il y avait une vide, c'est que j'allais tout perdre. Qu'à partir du moment où il n'y avait plus d'activité, c'est que j'allais forcément tout perdre. Et donc c'était vraiment cette peur du manque en fait, et cette peur que tout s'arrête, vraiment. Et il y a eu vraiment un switch, je pense, quand j'ai fait mon burn-out finalement. Parce que cette notion justement de devoir toujours faire, d'avoir peur du vide, d'avoir peur du ralentissement, ça m'a amené à l'épuisement, tout simplement. Et en fait, se rendre compte que c'est en ralentissant, notamment justement l'année dernière, où il y a un moment où j'étais un peu dans le dur aussi, et de me dire, ok, je ralentis pour pas revivre le burn-out, et en fait de me rendre compte qu'en fait, en ralentissant, c'était pas la fin qui arrivait, mais qu'au contraire, ça rechargeait mes batteries. Et ça me fait penser aux jeux vidéo. Quand on joue aux jeux de voiture, aux jeux vidéo, il y a des fois quand tu fais que accélérer, ta voiture au bout d'un moment elle patine avec les roues arrière, tu vois, et ça te fait friser sur la piste de course et finalement tu perds ta course à cause de ça. Que si t'es dans ton petit kart là avec ta manette de jeu vidéo et que du coup tu n'es pas tout le temps en train d'accélérer mais que des fois tu lâches ton doigt du bouton d'accélération pour que justement la petite jauge du kart elle remonte pour après pouvoir retaper une accélération, finalement tu vas gagner ta course. Et en fait c'est exactement pareil pour notre énergie et pour notre vie. Et c'est pour ça que ma troisième leçon ça serait d'accepter les cycles et je dirais plus particulièrement accepter les phases de vide parce que le vide n'est pas synonyme à la mort. Le vide peut être aussi simplement synonyme de recharge. Donc c'est les 3 leçons que j'avais envie de donner dans un premier temps à moi du passé et donc à vous en espérant qu'elles résonnent pour vous. Donc c'est pour ça que je serai hyper curieuse de lire vos retours comme d'habitude, que ce soit
sur Instagram en message privé ou par mail ou par commentaire de ce podcast. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous partagerai les autres leçons que je réserve à mon moi du passé et à vous si elles résonnent bien entendu. Mais en tout cas, ces trois-là, c'est les 3 premières que j'ai notées dans mon carnet et je trouve qu'elles sont vraiment assez significatives. En tout cas, pour moi, forcément, elles me parlent beaucoup parce que c'est tiré de mon expérience. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. En attendant, je vais regarder vos retours et je te remercie encore une fois de ce temps passé avec moi. À très vite. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.